Le monde est plein de prétentieux qui bombent le torse, et moi, qu'est-ce que je peux faire? La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent S'accommode de Sherwood Anderson. Lecture François Kergourlet. Musique Charlie Nelson. Tous deux rédacteurs publicitaires, assis à deux bureaux voisins, nous travaillions depuis plusieurs années dans la même agence, et de temps en temps, il se confiait à moi, me parlait de nombreux petits secrets propres à son existence. De petite taille, très mince et d'ossature délicate, il ne devait pas peser plus de 55 kilos, avait de petites mains, de petits pieds, une petite moustache noire, une masse de cheveux noirs aux reflets bleus et un torse frêle. C'était l'une de ses difficultés, et il en parlait souvent. « Regarde-moi, me disait-il. Comment veux-tu que je m'impose professionnellement, que je puisse ne serait-ce que progresser ?» En disant ces mots, il se levait et s'approchait de mon bureau. Il se frappait la poitrine. « Je veux gagner en masse et en volume là. Le monde est plein de prétentieux qui bombent le torse, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai même pas de quoi remplir un plastron de chemise. » Même s'il était de descendance espagnole, présentait à un niveau élevé la sensibilité et la fierté ibérique, mon ami portait le nom de Bill. Au moment où j'avais fait sa connaissance, il était marié depuis plusieurs années et père de 4 enfants, uniquement des filles. Un sujet qu'il abordait parfois. « C'est un peu dur, disait-il. » Catholique fervent, il m'avait une fois avoué qu'il avait eu l'ambition de devenir prêtre. « Je voulais être prêtre jésuite, mais je me suis marié. » Il avait ajouté, sans vouloir insinuer que j'ai quoi que ce soit à reprocher à ma femme. Il pensait que nous, les hommes, nous devrions honorer les femmes. Regarde-moi, je sais très bien que physiquement je suis totalement insignifiant. Une femme épouse un homme tel que moi. Elle lui accorde ses faveurs. Il serait ingrat de sa part de se plaindre. Mais si tu considères la vie d'un prêtre, il ne peut pas se marier, tu comprends. Qu'il soit petit ou qu'il en impose, il a le respect de ses ouailles. Il n'en allait pas autrement pour Bill que pour nous, ses collègues, qui rédigions des textes publicitaires. Certains personnels, travaillant aussi dans l'agence de publicité qui nous employait, avaient le titre de « chargé de clientèle ». Aujourd'hui, je crois qu'on parle de conseiller. Eux dont le rôle consiste à trouver des clients, s'efforcer de les satisfaire, les convaincre que nous, qui écrivons leurs textes, sommes des gens talentueux, des gens tout à fait extraordinaires, devaient bien évidemment en imposer. Ils disposaient d'un bureau individuel, souvent meublé de manière dispendieuse. Ils allaient et venaient, selon leur bon vouloir apparemment, n'avaient pas besoin de pointer, s'éclipsaient pour de longs après-midi de golf avec un client ou un autre, tandis que nous, les rédacteurs, étions parqués dans une unique salle, à l'arrière du bâtiment, un espace dont les fenêtres donnaient directement sur un grand immeuble, à travers les vitres duquel nous voyions des rangées de femmes s'activer sans relâche à coudre des pantalons pour hommes. Et nous avions perpétuellement l'impression que c'était nous qui permettions à toute la compagnie de fonctionner. Nous ne cessions d'en parler entre nous. C'est nous qui faisons marcher nos méninges, pas vrai? Sinon, qui ce serait? Ce qu'il y a de sûr, disions-nous, c'est que ce ne sont pas les autres, ceux qui bombent le torse, là-bas, ceux qui ont pignon sur rue. Dans notre entreprise, comme dans toutes les structures similaires, surgissaient occasionnellement des urgences. L'un ou l'autre d'entre nous, à la rédaction, avait préparé, pour un client quelconque, une série de publicités qui avaient été livrées par un des vendeurs au commanditaire, lequel les avait repoussées d'un revers de main. « C'est mauvais », avait-il déclaré. Quand cela se produisait, les rédacteurs que nous étions brûlions intérieurement d'une colère intense. Il faut croire, disions-nous, que ce type souffre d'une indigestion. Pour ce qui concernait nos tâches personnelles ou celles de nos collègues du service, nous ne disions jamais de mal. Ce type, le client, était tout simplement incapable de reconnaître un texte de qualité quand il l'avait sous les yeux. Ou alors c'était la faute du vendeur, le chargé de clientèle. C'était son rôle de vendre notre travail. S'il n'en était pas capable, à quoi servait-il?
Pourquoi disposait-il d'un bureau individuel? Pourquoi lui permettait-on de profiter d'une vie de loisir, alors que nous, pauvres esclaves que nous étions, devions assurer tout le travail? Lors de ces incidents, nous nous montions la tête, et parfois, quand nous trouvions que c'était un peu dur à accepter, l'un ou l'autre s'enivrait sérieusement. Ça n'avait rien de surprenant, et la plupart du temps passait inaperçu. Mais une fois, pareil incident était arrivé à Bill au moment où un client dont il assurait les commandes depuis longtemps avait soudain débarqué en ville. Comme la présence de Bill paraissait absolument nécessaire, on m'avait envoyé à sa recherche pour, si possible, le remettre d'aplomb. Il était entendu qu'il était possible de faire patienter le client jusqu'au lendemain. « Dénichez-le et faites-le dessouler », m'avait-on ordonné. « Ramenez-le ici. » J'étais donc parti à sa recherche, et connaissant quelque peu ses habitudes, je l'avais effectivement déniché. Il était dans un bar dont le tenancier faisait partie de ses homologues espagnols, et quand j'étais arrivé, Bill était appuyé à un comptoir, des clients à qui il payait des verres groupés autour de lui, et il leur tenait un discours sur la place réservée aux hommes petits, dans une civilisation qui, disait-il, jugeait tout par la taille. J'avais réussi à l'arracher à ce bar, et nous nous trouvions dans un bain turc où il se montrait d'humeur grave. « Tu crois le savoir? Pour quelle raison je me suis enivré? Mais tu te trompes. » Il a commencé à m'expliquer. Il m'a appris que cette fois, son recours à l'alcool n'était pas dû à ce qui s'était passé au bureau. « Il y a dans ma vie une tragédie plus grande, » m'a-t-il confié. Nous étions dans le sauna du bain turc, et tandis que la transpiration ruisselait sur nos corps, il m'a expliqué que si sa taille, son incapacité, comme il me l'avait répété maintes fois, à porter un plastron comme un homme important, avait, ainsi que je le savais fort bien, été un handicap dans sa carrière, j'ignorais probablement que ce même handicap opérait à son encontre dans son foyer. « C'est vrai, » a-t-il poursuivi en secouant solennellement la tête, « tu comprends? Ma maison est sous la domination des femmes. » Il m'a expliqué qu'incapable de gagner un bon salaire en raison de ses handicaps, il était contraint d'habiter une petite maison située dans un certain quartier. « Tu sais que j'ai une femme et 4 filles. » Ces filles grandissaient vite. J'ai renoncé à avoir un fils. Il s'est lancé dans une longue explication sur la façon dont, sa maison étant petite, l'espace disponible dans les placards était sérieusement limité, et il avait été obligé de réduire le nombre de ses tenues, ce qui lui paraissait tout à fait naturel. À quoi cela sert-il d'acheter des vêtements pour habiller un nabot comme moi? Et il a ajouté que ses filles grandissant, il avait dû consacrer tout l'argent qu'il pouvait économiser à leur acheter des habits. Il faut bien qu'elles se trouvent des maris. Il faut que je leur donne leur chance. Il m'a expliqué qu'en appliquant cette politique, il avait progressivement cessé d'occuper le moindre espace dans les placards de sa maison, et que depuis 2 ou 3 ans, il s'était rabattu, pour ce problème d'espace dans lequel ranger ses affaires, sur une commode. Pendant qu'il parlait, et ce d'une voix de plus en plus grave, j'en suis venu à comprendre que pour lui, cette commode-là était devenue une sorte de symbole. C'en était arrivé au point où, à ses yeux, elle était désormais tout ce qui importait. Il était sûr que je ne pouvais pas comprendre, m'a assuré qu'aucun homme qui ne s'était pas retrouvé dans cette situation, à vivre comme il le faisait dans une maison où il y avait 5 femmes, qu'il affirmait toutes profondément respectées, ne pourrait jamais comprendre. Chez lui, cela avait duré de la sorte pendant plusieurs années, mais quelques semaines plus tôt, sa fille aînée s'était fiancée. Elle s'était constituée une garde-robe complète, et un jour, quand il était rentré chez lui, il avait trouvé le tiroir du haut de sa commode occupé. Il avait compris. « Il faut bien qu'elle ait des habits », avait-il dit. Il n'avait même pas protesté. Puis, il y avait tout juste 2 jours, la mère de sa femme était venue leur rendre visite, et il avait perdu le 2e tiroir de sa commode. Ça n'a pas été facile à avaler, mais j'y suis arrivé. Sa femme, dont il persistait à déclarer qu'elle était quelqu'un de très bien, « Je ne veux pas que tu croies que je la critique », a-t-il précisé, avait, supposait-il, fait pour le mieux. Elle avait pris les affaires de Bill, ses chemises, ses sous-vêtements, à l'exception de ceux dont il avait besoin au quotidien, et les avait rangés dans un carton. Elle l'a mis sous le lit, m'a-t-il dit. Il a ajouté que ce soir-là, quand il était rentré chez lui et avait découvert que ses affaires avaient été retirées du 2e tiroir, il n'avait rien dit. Je n'ai rien dit, mais quand plus tard nous avons été autour de la table et que j'ai essayé de prendre dans le plat une pomme de terre cuite à l'eau pour la mettre sur l'assiette de la mère de ma femme, j'étais si chamboulé et ma main tremblait si fort qu'au moment où je la tenais parfaitement en équilibre sur une fourchette et où je m'apprêtais à la poser sur son assiette, elle est tombée dans la saucière.
En rentrant chez lui, il avait retrouvé sa commode pleine de nouvelles robes, excepté le dernier tiroir. Sa femme avait été très mécontente, car elle avait pensé qu'il avait bu, alors que ce n'était pas du tout le cas. Puis, il y avait eu la veille au soir. Une sœur de sa femme était venue. Il pensait qu'elles étaient excitées parce que sa fille aînée s'était fiancée. Elles s'étaient réunies pour voir le promis, je suppose, a-t-il achevé. En rentrant chez lui, il avait trouvé sa commode et le dernier tiroir vidé de toutes ses affaires. Enfin non, a-t-il corrigé, je dois être équitable. Tout n'avait pas été vidé. Sa femme lui avait laissé la moitié du dernier tiroir. Il pensait qu'elle avait fait pour le mieux. Elle aurait dû, pensait-il, épouser un voyageur de commerce, pas un abo rédacteur publicitaire comme lui. Il m'a dit « Je pense que nous devons traiter nos femmes avec respect. » Il m'a dit « Après tout, elles nous accordent leur faveur. » Il a ajouté « J'ai regardé le tiroir un moment et je suis revenu en ville. Je suis remonté dans le train, je suis revenu et je me suis saoulé. Pourquoi pas ?» Il pensait que parfois, quand un homme est ivre, il peut avoir l'illusion temporaire d'avoir laissé sa trace en ce monde.